pour commencer, il faut dire que le thème de la conférence d'aujourd'hui s'inscrit dans les programmes de 2015. Alors, vous les connaissez bien, mais je me permets quand même de les reprendre sous l'angle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'angle des méthodes et outils pour apprendre. Il est bien spécifié dans ces programmes de 2015 que les élèves deviennent de plus en plus conscients des moyens qu'ils utilisent pour s'exprimer et communiquer dans tous les langages, que ce soit en français, en langue vivante étrangère, en mathématiques, en sciences, en arts, en sport également. En sciences aux sciences larges, c'est-à-dire sciences humaines, donc histoire et géographie. Ils sont de plus en plus conscients, c'est là-dessus que l'on va travailler aujourd'hui. Ils sont capables de s'exprimer, de réfléchir, de justifier les choix d'utilisation des moyens qu'ils utilisent dans ce cadre-là. C'est ce qui est dit dans les programmes, c'est pas évident d'arriver à ce niveau-là. Donc c'est ce que l'on va travailler ensemble. Ils raisonnent sur la langue, ils sont conscients de leur inscription dans le temps long de l'humanité, dans les différents espaces qu'ils habitent. Ils deviennent conscients des moyens à mettre en œuvre pour apprendre et résoudre des problèmes. Ce mot conscient revient très très régulièrement dans les programmes et c'est une chose de l'écrire, c'est une toute autre chose que de le mettre en œuvre dans les classes. C'est ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui. Il est précisé très clairement, les stratégies utilisées pour comprendre leur sont enseignées explicitement et ils développent des capacités qui leur permettent de choisir les méthodes de travail les plus appropriées. Encore une fois, c'est bien de l'écrire, c'est bien de le mettre en place, mais comment passer de ce texte officiel à la mise en place, c'est ce que l'on travaillera aujourd'hui. Bien évidemment, on demande à ce qu'ils deviennent acteurs de leurs apprentissages, de manière à mieux organiser leur travail personnel. Encore une fois, c'est ce que l'on travaillera. Avant de dégager des gestes professionnels adéquats, il faut, comme je le disais tout à l'heure, se mettre d'accord sur ce que c'est qu'apprendre. Là, c'est pas spécifié dans les programmes, parce que c'est pas le rôle des programmes. C'est le rôle de la formation, c'est pas le rôle des programmes que de spécifier ce que c'est qu'apprendre. Alors, définition. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que apprendre, c'est un processus mental personnel. C'est-à-dire que ça revient à chaque élève, à chaque individu, à chaque enseignant aussi, tout adulte peut apprendre, bien évidemment, quel que soit son âge. À une époque, on a pu croire qu'à partir d'un certain âge, on n'apprenait plus. On sait maintenant que c'est faux, on apprend à tout âge. Vous serez d'accord aussi pour dire que apprendre, ce n'est pas enseigner, c'est pas la même chose. Les enseignants d'anglais savent qu'il y a deux mots en anglais pour apprendre. Nous, on n'en a qu'un, mais il faut bien distinguer les deux. On peut apprendre sans être enseigné. Vous êtes persuadés de ça. Et malheureusement, on peut enseigner sans faire apprendre. C'est ce qu'on va essayer d'éviter. Donc, c'est un processus d'appropriation de savoir qui, au départ, viennent de quoi? Eh bien, ces savoirs viennent des expériences vécues, ils viennent des échanges entre les personnes, et ils viennent des héritages culturels. Et il y a cette acquisition donc, des savoirs qui se met en place, qui est le processus apprendre. Alors, parallèlement, moi je vais me fixer sur cette définition-là, mais parallèlement, et on le trouve aussi dans les programmes, il y a un processus qui est d'apprendre en faisant. On fait et on apprend, on élabore des habiletés, des compétences, des connaissances personnelles, parallèlement ou à travers ce processus plus didactique d'acquisition de connaissances
d'acquisition de savoirs qui viennent de l'expérience vécue, des échanges et de l'héritage culturel. Vous êtes très centré sur ce processus didactique, donc c'est celui sur lequel j'ai insisté. Mais c'est vrai que parallèlement, en faisant, on apprend. Alors, quand on sera dans les gestes professionnels la prochaine fois, autour de l'enseignement explicite, de l'accompagnement personnalisé, on mettra l'accent sur apprendre en faisant. Mais aujourd'hui, on va être sur acquisition de savoirs qui sont externes à la personne. On est d'accord là-dessus? Ça marche. On est d'accord là-dessus, mais il faut se mettre d'accord aussi sur le fonctionnement de notre système mental, puisque c'est un processus mental. Comment est-ce que l'on fonctionne? Alors on ne va pas faire une histoire on ne va pas expliquer le cerveau, les connexions, etc. Bien qu'il faudrait se référer à ça, mais je le mets à un niveau quand même au-dessus, qu'on puisse comprendre facilement sans trop s'apesantir. On sait aujourd'hui, et je vous conseille de vous référer donc à l'ouvrage que je donne en référence. J'ai fait exprès de prendre un ouvrage qui soit un ouvrage de vulgarisation dans un premier temps, de manière à ce que vous puissiez rentrer facilement et puis dans ces problématiques, et puis ensuite donc aller chercher de la documentation plus précise. Le fonctionnement du cerveau, parce que par l'imagerie mentale, on peut aller voir comment fonctionnent les différentes zones du cerveau. On peut identifier 3 systèmes. Un système qu'on appelle le système 1, qui fonctionne très rapidement, qui est automatisé et très intuitif. On voit, on sait. Et on fait. Un système 2, qui lui est plus long, qui est plus réfléchi, qui est logique, mais qui du coup est coûteux en énergie. Donc on ne le met pas en œuvre très facilement. Et la plupart du temps, on se contente de notre système 1, très intuitif, qui permet d'aller vite. Donc on peut mettre en place, et c'est Olivier Houdet qui explore tout particulièrement cette piste, on peut identifier un système 3 qui est là pour inhiber le système 1, inhiber les automatismes. Et faire attention que ce ne soient pas les automatismes qui pilotent le conditionnement, l'action, pardon. Vous pouvez imaginer dans les classes, système 1, système 2, système 3, parmi vos élèves, comment il y en a qui réagissent plutôt sur le 1, comment certains enclenchent le 2, et comment ce système 3 est important à mobiliser. C'est ce qu'on va travailler un peu aujourd'hui. Un petit exemple concret, si on veut voir comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez, peut-être, puis ça changera, on passera à une autre activité comme ça. Je vous donne un petit problème que vous connaissez bien, peut-être. C'est ce problème de ce nénuphar qu'on a pu mettre dans le lac de Créteil, peut-être. Un nénuphar qui double sa surface tous les jours. Il double de surface et il couvre le lac petit à petit. Pour arriver à la moitié du lac, il a mis 14 jours. Combien de jours va-t-il mettre pour arriver à la totalité du lac? Ça fonctionne sur les syllogismes aussi, sur le raisonnement. Je vous donne un syllogisme, c'est-à-dire qu'on va vous demander d'évaluer la qualité du raisonnement. Toutes les roses sont des fleurs. Vous êtes d'accord avec ça? Certaines fleurs fanent vite. Vous êtes d'accord avec ça? Donc certaines roses fanent vite. Le raisonnement est valable ou pas? Qu'est-ce qu'on a tendance à dire? C'est logique. C'est logique.
C'est logique, bien évidemment. C'est logique, pourquoi? Parce que votre système 1 vous dit, je vois bien que les roses se fanent vite. Donc, le système 1 qui est fondé sur l'expérience, il dit, écoute, c'est bon, on va pas se fatiguer. Hein. Et en fait, si vous regardez le syllogisme, certaines roses fanent vite, ça voudrait dire que toutes les roses sont parmi les fleurs qui fanent vite, et on n'en sait rien. C'est pas dit. Votre expérience nous dit ça, mais finalement, peut-être qu'ils ont trouvé des roses qui, elles, ne fanent pas vite. Donc le syllogisme est faux, mais votre expérience laisse entendre que vous avez que le syllogisme est exact, parce que on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Et donc ce système 1, il est très pratique. Il faut compter sur lui, mais il faut le surveiller. Donc c'est sur cette surveillance que l'on va travailler ensemble. Alors, est-ce que c'est des élucubrations de chercheurs, tout ça? Pas vraiment, parce qu'on est, encore une fois, dans les programmes où on demande, dans le socle, cette fois, pardon, excusez-moi, dans le socle commun, on demande à ce que les élèves mettent en place des compétences qui mobilisent leurs connaissances, leurs capacités, leurs attitudes, pour accomplir des tâches, pour faire face à des situations complexes, à des situations inédites. Et dans ce cadre-là, c'est bien ces trois systèmes qui rentrent en ligne de compte. Alors, pour aller un petit peu plus loin, maintenant qu'on a compris la complexité de notre problème, il nous faut un cadre explicatif.